Est-ce que vous les entendez, vous aussi? Les esprits, les fantômes. Une vieille légende raconte que les fantômes ne parlent qu'à ceux qui écoutent. Et ce soir-là, lors de notre enquête au château du Max, à plusieurs reprises, je crois qu'ils m'ont parlé, car il me semble les avoir entendus. Got me trapped inside this spell. Now I feel it. Now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel them. I can feel them pull me down. You won't ever let me leave you. You make these nightmares come true. My heart is in the ground. You fucked me up, I'm sober now. I'm feeling nightmares come true. Feeling, I'm feeling close to hell. Feeling nightmares come true. Trapped inside. Feeling nightmares come true. Feeling, I'm feeling close to hell. Feeling nightmares come true. Feeling, I'm feeling close to hell. Pour cette enquête au château du Max, nous avons la chance d'être accueillis par Jacques Mazet-Pessard. Il va nous raconter l'histoire de ce château, les légendes qui y sont associées, mais également les diverses activités qui y ont été récemment mises en place. Alors bonjour à vous et tout d'abord merci de nous accueillir dans votre château, au demeurant vraiment magnifique. Justement, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette bâtisse qui est superbe ? Bonjour et bienvenue au Château du Max. Alors l'histoire de ces lieux remonte au XIIIe siècle. Voilà, les premiers seigneurs et fondateurs du château s'appelaient Jean et Nicolas du Max. Et donc voilà, c'était les premiers seigneurs et fondateurs, même s'il faut préciser deux choses. C'est que ce château a été construit sous un ancien fort gallo-romain, ce qui a été le cas pour d'autres châteaux du Bourbonnais. Et puis la deuxième précision, c'est que malgré le fait que ses fondations remontent au XIIIe, il a une architecture un petit peu plus 15e, parce qu'il y a eu un incendie qui l'a ravagé au 15e, et donc il a été reconstruit, modifié à ce moment-là. Je crois savoir que ce château est dans votre famille depuis de nombreuses années déjà. Actuellement, vous proposez beaucoup d'activités au sein de votre propriété. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, mon père a acheté ce château il y a une quarantaine d'années, donc il y a eu de gros travaux qui ont été faits puisqu'il était, on va dire, en grande fragilité. Il avait vraiment besoin d'être restauré de manière assez urgente. Passé les premières années où les différentes parties ont été restaurées, on a très vite mis en place donc, des activités, parmi lesquelles chambre d'hôtes, escape game, chasse au trésor, visite bien sûr, puis manifestations donc culturelles. On a commencé cet été avec un marché de producteurs et brocantes.
Puis l'année prochaine, on espère qu'avec la situation sanitaire, que les choses aillent mieux et qu'on puisse envisager une saison estivale plutôt vivante. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui a amené votre père à acquérir cette propriété? Est-ce que c'est une passion qu'il a des vieilles pierres, de l'histoire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Oui, il a toujours été passionné par les vieilles pierres et voilà, il a toujours voulu contribuer à la restauration du patrimoine. Donc voilà, quand l'occasion s'est présentée, voilà, il n'a pas hésité une seule seconde et il s'est tout de suite lancé dans cette incroyable aventure. Oui, incroyable et ardu, j'imagine, puisque apparemment il a dû vraiment en passer par des phases de restauration assez importantes. Et voilà, heureusement qu'il y a des personnes encore comme lui aujourd'hui qui nous permettent d'avoir accès à ces pans de l'histoire. C'est vraiment très important en tout cas. Du coup, la région est très propice aux légendes. Les lieux comme cette propriété ne vont pas sans leurs propres histoires. Est-ce que ce lieu est rattaché à des légendes justement ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est le deuxième département où il y a le plus de châteaux, derrière la Dordogne. Donc, effectivement, avec les châteaux vont les légendes et les histoires plus ou moins romanesques. Alors, ici, il y a une légende, bien sûr, qui a marqué ce château, puisque le seigneur emblématique, qui était donc Jacques de Gouzol du Ludet et des Granges, il était l'écuyer de François Ier, roi de France, donc c'est un seigneur vraiment important, et il a disparu. Alors la légende veut qu'en rentrant un soir, il aurait aperçu une fente près du bâtiment du Châtelet, donc ce bâtiment qui abrite les ponts-levis à l'entrée, et il aurait aperçu de cette fente donc une poule, des œufs d'or et un lutin. Donc sa curiosité, bien sûr, l'a poussé à s'approcher. La fente s'est refermée, la manifestation se reproduira jusqu'au jour où il arrivera à pénétrer dans cette fente qui se refermera derrière lui et on ne le retrouve jamais, ni son fabuleux trésor, puisque, vous le savez, chaque château a un trésor disparu, jamais retrouvé. Bien sûr. Donc là, a priori, si on fouine un petit peu, est-ce qu'on pourrait retrouver ce fameux trésor? Ce serait plus du côté du pont-levis? Alors après, c'est ce que bien sûr racontent la plupart des natifs du Teil et les anciens. On a effectué quelques recherches en effectuant quelques travaux d'électricité. On n'a rien trouvé, mais peut-être qu'un jour on le retrouvera, ou peut-être que vous, qui sait, allez le retrouver. Peut-être qu'on va nous mettre sur la piste ce soir. Il faudra qu'on pose la question, ça pourrait être intéressant justement. Concernant ces légendes, vous vivez, au sein du château du Max. Est-ce que vous avez des ressentis particuliers? Est-ce que parfois, vous avez l'impression d'être entouré des anciens propriétaires qui ont acquis cette demeure auparavant? Après, c'est vrai que quand on vit dans des lieux aussi anciens que ceux-là, forcément, on a des énergies. En tout cas, on peut ressentir effectivement le poids de ceux qui sont passés avant nous. Alors, je n'ai pas eu réellement, au sens proprement parlé, de manifestations, je n'ai pas vu de fantômes, pas tout ça. Mais il y a par contre des pièces, effectivement, l'ancienne salle de justice, il y a une cave qui servait entre autres, ou qui a pu servir entre autres de cachot. Donc il y a quelques parties où on sent des énergies, des moments forts qui ont dû être vécus par ceux qui nous ont précédés. Donc oui, on ressent parfois dans le château certaines énergies. Après, voilà, ça se limite à des ressentis par moment. Voilà. Et bien justement, je vous propose, si vous êtes d'accord, d'aller nous montrer ça au cours d'une petite visite. Ça nous aidera certainement ce soir à nous guider dans nos questions et dans les lieux sur lesquels il faudra qu'on mette l'accent dans nos protocoles. On y va ? Plaisir. Eh ben, c'est parti. écoutez, on vous suit avec plaisir. Merci à vous. Merci. On est prêts les amis, tout le monde est OP? On est OP. Ouais. Bon, et bah allez, on va pouvoir se répartir tranquillement. Et puis on se dit... Combien de temps? Une demi-heure? Il est presque 23h, on dit 23h30. Ok. Ouais, ça marche. Ouais. Ok. Et bah allez, c'est parti. Voilà, on va le laisser s'initialiser. Ok, c'est bon. Parfait.
pod et le pod. Ok. Je vais allumer le capteur de variation électrostatique. Ok, c'est bon. Je vais mettre deuxième oreillette pour le casque, parce que dans les graviers c'était très désagréable. Et là maintenant, je vais pouvoir me plonger dans l'ambiance du lieu. Hop là. Ok. Bonsoir à vous. Je m'appelle Julie. C'est le propriétaire actuel du château, Jacques, qui m'a autorisé, moi et mon équipe, à être présente dans ce lieu, qui m'a autorisé qui m'a autorisé à essayer de vous capter. Dans ce lieu chargé d'histoire, de légendes. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nico et je suis ici dans le cadre d'une expérimentation pour tenter de percevoir des sons, des images ou autres manifestations qui pourraient éventuellement venir de vous, mais qui ne sont pas censées exister dans notre réalité. Donc je vais allumer ma caméra SLS et essayer de voir si je capte éventuellement des formes, des silhouettes. En attendant, si vous êtes avec moi en ce moment et que vous m'entendez, me comprenez, et si vous souhaitez vous manifester, bien entendu, vous pouvez également parler dans mon micro. S'il y a quelqu'un avec moi en ce moment et que vous souhaitez vous manifester, est-ce que vous pourriez le faire maintenant, s'il vous plaît, au travers un son, au travers un coup, au travers un déplacement d'objet ou autre chose? Hein? J'ai pas bougé d'1 millimètre. Est-ce que c'était vous? J'ai rien du tout sur ma caméra SLS. Alors j'ai pris avec moi un K2. Donc déjà je vais me présenter, bonsoir. Je m'appelle Damien.
suis venu ici aujourd'hui dans ce château pour entrer en communication avec vous. Donc s'il y a quelqu'un avec moi ici dans cette pièce, ben n'hésitez pas à vous manifester, à vous approcher de moi, à vous approcher de l'appareil que j'ai dans les mains. Alors je vais éteindre la lampe frontale. Alors là je suis vraiment dans le noir le plus complet. N'hésitez pas à vous manifester ou à venir. J'ai posé un petit appareil qui est sur la table qui peut vous détecter. Donc là vous vous rendez pas compte à la cam, mais je suis plongé dans le noir le plus complet. J'ai éteint ma lampe frontale. On va se déplacer avec l'appareil, avec le K2. Par contre, pour me déplacer, ouais, quoique, on y va à l'infrarouge, hein, les gars. Je dois essayer de le poser. Je pense que je peux pas. Voilà, je vais poser ici. J'ai cru entendre... Ah, moi je l'ai entendu au casque, j'ai cru entendre une voix de femme. Un murmure. Voilà, je vais poser ici. Voilà, je vais poser ici. Est-ce que vous êtes là avec moi ? On est arrivé assez tard aujourd'hui, ce soir, et le propriétaire nous a fait un rapide petit tour, ce qu'on appellerait un tour du propriétaire, en tout cas un tour des lieux dans lesquels on pouvait investiguer. Et j'ai été tout de suite attirée par cette passerelle.
Alors cette fois-ci, je suis dans la chambre bleue. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre ? Il me semble que c'est à l'étage ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Parlez-moi si vous êtes là, s'il vous plaît. Dites-moi quelque chose. Suite aux 2 coups entendus à l'étage, je décide de monter afin de continuer mes provocations. Je vais en profiter pour retirer mon harnais et placer ma facecam en plan large. C'est le début d'enquête, et les phénomènes que nous captons au moment du démarrage de l'investigation sont en général assez discrets. Mais cette fois-ci, ce que je vais capter avec le micro de ma caméra va aller à l'encontre de cette théorie. S'il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre, est-ce que vous pourriez vous manifester devant moi, s'il vous plaît ? Je suis pas sûr, j'ai cru avoir entendu quelque chose. Là tout de suite, mais j'en suis pas sûr. Je suis tellement conditionné par le fait que les débuts d'enquête soient plutôt calmes en général que je ne prends pas du tout en compte la mesure de ce que je viens d'entendre. Ici, j'entends clairement une voix au timbre féminin dans mon casque, et si j'analyse la situation, l'hypothèse que cette voix appartienne à Julie est totalement impossible, puisque celle-ci se trouve à l'autre bout du château. Il y a également la possibilité que ce son qui ressemble à une voix soit le résultat de mes déplacements sur le parquet, mais j'avoue, je n'en suis pas convaincu. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi cette anomalie lorsque je suis dehors et que je m'apprête à rejoindre la chambre bleue. Une nouvelle fois, cette anomalie ressemble à une voix chuchotée en 2 syllabes. Quoi qu'il en soit, si ces anomalies enregistrées lors de ce premier tournus sont bel et bien des PVE, ils sont vraiment incroyables. C'est la fin de ce premier tournus vraiment atypique. Aucun appareil ne s'est déclenché, mais les anomalies audio captées lors de celui-ci restent néanmoins très intéressantes. Et vous verrez par la suite que cette enquête n'a pas fini de nous surprendre. Nous allons nous séparer en 2 groupes. Damien sera en solo, quant à moi, je serai en duo avec Julie. Suite aux résultats dans mon premier tournus, nous allons retourner dans la chambre bleue. Damien, quant à lui, naviguera dans l'autre partie du château.
Bon, on est dans la fameuse chambre bleue dont nous avait parlé le propriétaire. C'est là qu'on va dormir ce soir. Et a priori, la pièce, cette partie-là du château ou des dépendances du château serait assez propice au phénomène. Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que quelqu'un a envie d'entrer en contact avec nous ce soir? Est-ce qu'il peut le faire maintenant, s'il vous plaît? Par un bruit, en déclenchant l'un de nos appareils. Alors, je suis dans une pièce du château qu'on n'a pas encore explorée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Alors, si jamais, n'hésitez pas à vous manifester. Je tiens un appareil dans les mains qui est susceptible de vous détecter. Donc, il se mettra à sonner ou à clignoter. Comme ça, je pourrai savoir que quelqu'un est avec moi. Étonnamment, Damien ne semble pas réagir aux 2 coups survenus juste avant. Après plusieurs minutes d'attente, il décide de changer de méthode et d'utiliser les baguettes de sourcier. Bon. Alors, je tiens des baguettes en laiton dans les mains. Donc, si vous voulez rentrer en communication avec moi, il vous suffit de déplacer les baguettes vers la droite pour dire oui et vers la gauche pour dire non. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Allez-y, vers la droite. Super, je vous remercie. Je vais me repositionner comme j'étais au point de départ. Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Non? Très bien. Si on peut... Parfait, super. J'allais dire repositionner, super, merci.
Alors si vous voulez bien, on va changer de pièce. On ressent l'atmosphère qui est un peu plus lourde. Alors je tiens toujours mon appareil dans les mains. Donc si vous êtes avec moi, n'hésitez pas à vous approcher, à le faire sonner, à le déclencher. Et si vous voulez qu'on retente les baguettes. Si vous voulez, on peut retenter les baguettes. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Alors peut-être simplement vous n'aimez pas cette pièce. Donc c'est un oui manifeste là. Alors pour être sûr de bien comprendre, donc cette pièce ne vous plaît vraiment pas du tout. Ok. J'ai des frissons de partout. Excusez-moi, je me remets en place parce que les réponses me surprennent un petit peu. Est-ce que vous avez un passé ici dans cette pièce ? Donc oui, je comprends que vous avez un passé dans cette pièce. On va essayer de creuser un petit peu. Est-ce que vous avez été condamné dans cette pièce ? Alors oui, si c'est oui, vous pouvez encore basculer un peu plus les baguettes s'il vous plaît. Merci. Est-ce que... Attendez, il faut que je me reprenne un petit peu. Est-ce que vous étiez coupable des faits qui vous ont été reprochés ? C'est incroyable. Est-ce que peut-être mes questions vous dérangent à ce sujet ? D'accord. Je vais prendre ça pour un oui. Est-ce que vous voulez qu'on mette fin à cette communication ? Alors je vais prendre également ça pour un oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été présent. Alors je sais pas, ça me glace le sang, ça me glace le dos, j'ai des frissons partout. Je vais aller en parler aux autres. Je suis perturbé par cette communication. Puis là j'ai l'impression d'avoir tout oublié de ce que j'ai dit. Bon, il est temps pour moi de regagner le QG. En visionnant ces images lors du dérush, j'ai été très surprise de constater l'état perturbé dans lequel se trouve Damien lors de son tournus solo. Il semble avoir du mal à s'exprimer et son comportement reflète une certaine forme de malaise étrange.
Bref, complètement différent du Damien que nous avons l'habitude de côtoyer. Nous nous sommes aperçus qu'en réalité, il n'ose pas parler de son état face à la caméra, peut-être par pudeur ou tout simplement par incompréhension de son état. Mais quand nous allons le retrouver au QG pour débriefer, c'est là qu'il va nous confier avec énormément d'émotion ce qu'il a ressenti. Donc j'ai fait les 2 pièces qu'on avait dit. Ouais. Donc l'espèce de pièce qui va être en travaux, Ouais. plus la Au salle de dernier justice. étage, du coup. Ouais. Voilà. Donc je me suis posé en plan fixe. Le K2, j'ai eu absolument aucune réaction. Mhm. Du coup, je me suis essayé aux baguettes de sourcier. Et les baguettes ont réagi rapidement D'accord. à ma demande. Donc vous verrez lors du dérush qu'au début, j'insiste pour savoir s'il comprend bien ce que je dis. Mhm. Si ça va à droite, c'est bien oui. Si ça Ouais. va à gauche, c'est bien C'est non. important. Donc c'est des questions un petit peu basiques, Ouais, s'il y a ouais, quelqu'un avec moi et tout. Ouais. Donc ça a réagi plutôt favorablement. Donc ça va principalement sur oui, sur des questions basiques, s'il y a quelqu'un avec moi, etc. etc. L'ambiance est vachement tombée en fait. Je me dis bon, il est peut-être temps de changer de pièce, on va Ouais. bouger. Je pars dans... Ah, ça me fout des frissons dans le dos. Je pars dans cette pièce de justice. Oui. Et là, je continue mes questions, savoir si la personne est toujours présente avec moi et tout. Un petit peu de mal à réagir au début. C'était pas très franc. Donc je me relâche, je fais une petite pause. Ouais. Et puis donc là, la personne est toujours avec moi. Et en fait, je sais pas, les questions me sont venues comme ça. J'ai dit, est-ce que la pièce vous dérange? Et là, ça me met oui. D'accord. Mais d'un oui assez franc quand même. Hein. Ouais. Et du coup, je rebondis sur une question qui ça m'a fait partir en cacahuète. Ah. J'ai demandé en fait si la personne avait un passif avec cette pièce. Ouais. Ça m'a répondu oui. J'ai demandé s'il avait été condamné dans cette pièce. Mhm. Ça m'a répondu oui. J'ai été un peu plus loin. J'ai demandé s'il était condamné à mort, Mhm. s'il était condamné à de la prison. Aucune réaction. D'accord. Et C'est quoi ça? Je sais pas. je sais pas. Et après, j'ai demandé si mes questions le dérangeaient. Ouais. Et mes questions dérangeaient. Ok. Ah bon? Ouais. Et du coup, j'ai demandé s'il préférait qu'on mette fin au truc. Et ça m'a dit oui. Ok. Donc ouais, je te jure, hein, regarde, c'est Super pas des, intéressant, ouais, Ah, génial. ouais. c'est pas des blagues, hein. Ouais, t'as l'air. Ah ouais, ça m'a fait trop bizarre. Oh putain. Ouais, non, la c'est vache. trop bizarre, ouais. Petite sensation. Ouais, ok. Donc c'était très Intense, étrange. quoi. Ouais. Ouais. Donc je sais pas, j'ai pas réussi à avoir plus de réponses que ça. Ouais. C'était assez, enfin, expliqué comme ça, c'est assez court. Du coup, quelque chose à faire, il y aura quelque chose à faire dans la cave, Ouais. l'ancien cachot, quoi. Ben Qu'a sûrement. priori, si elle a été jugée et condamnée Ben sûrement. dans cette pièce, a priori, elle a été transférée par la suite, en attente d'aller dans la prison de Moulins, Ouais. dans le cachot. Mais ce qui est fou, c'est que, tu vois, donc ça m'a confirmé qu'elle a été condamnée dans cette pièce. Mhm. Mais après, mes questions me dérangeaient en fait. Encore? Mais attends, Mais non. c'est quoi? Ça fait 3 fois. Hein. Ça fait 3 fois. Est-ce que cela vous gêne qu'on parle de vous? Oh, c'est bizarre. Et je sais pas trop. Je sais pas d'où ça vient. Ça vient de là, mais. J'ai l'impression que ça fouille dans nos affaires. Ouais, c'est un c'est peu, ça, c'est un peu pareil. étrange. C'est exactement ce que je me suis dit. Il est vrai que les sensations que l'on peut ressentir au travers les différents protocoles spirites sont très difficiles à décrire avec des mots, que ce soit en Ouija, au guéridon ou même avec des baguettes de sourcier. C'est très perturbant de percevoir de façon ponctuelle des émotions sans justification précise. Dans ce cas de figure, on se pose énormément de questions. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que cela arrive? Ou encore, est-ce de l'autosuggestion? Le fait que cette information puisse venir d'ailleurs n'est pas une théorie qui s'impose d'elle-même. Mais où est la vérité dans ce cas? La question mérite d'être posée.
Mais revenons au phénomène capté lors du débrief de Damien. Durant son récit, et ce à 3 reprises, quelque chose bouge dans la pièce dans laquelle nous sommes. On est en droit de se demander si cet enchaînement est le fruit du hasard ou si le contexte de la scène est lié à ces phénomènes, un petit peu comme une confirmation du récit de Damien. Nous avions établi notre QG dans cette chambre et à aucun moment nous n'avons relevé une quelconque manifestation dans cette pièce. Lors de la prochaine nuit, nous y installerons un plan fixe afin de surveiller ce secteur du château. Nous enchaînons avec le 3e tournus, et afin que Damien reprenne ses esprits, nous allons rester groupés. Pour celui-ci, nous accéderons à la salle des anciennes cuisines du château afin de pratiquer une séance de Spirit Box. Le bruit permanent de cet appareil étant très désagréable, je vais raccourcir au maximum le montage de cette séquence. De plus, il était convenu avec Jacques, le propriétaire, de ne pas filmer cette pièce dans les détails. C'est la raison pour laquelle nous sommes très statiques lors de cette séquence. Pour information, nous allons rester 30 minutes au total. Et voici ce que nous avons enregistré. Est-ce qu'il y a des énergies présentes avec nous ce soir, dans cette pièce ? Si elles sont avec nous, est-ce qu'elles peuvent se manifester au travers des appareils que nous avons disposés ici ? À travers cette radio. L'appareil qui est à l'entrée de la pièce. T'as dit non? No. Ça fait no. Comme si ça disait now, mais Ouais. maintenant en anglais, tu sais. Hein? Barkhane. Ça reste toujours un terme féminin. Tentative de suicide? C'était ça le mot à la fin? Ouais. Allez-y, continuez de vous exprimer s'il vous plaît. Ouais, pareil, ouais. Ouais, libérez, libérez-vous. Libéré. Ouais, ça pourrait avoir du sens hein, quand même. C'est d'avoir justement avec la première longueur, la deuxième longueur, déjà. Ouais. Attends, t'es d'accord qu'il n'y a pas de bête qui vole là tout à l'heure? Ah, ça, je sais pas. Je vois pas la. J'ai pas le. Parce que j'ai vu un truc passer derrière toi, mais c'est bizarre. J'ai levé la tête aussitôt, je sais pas du tout. Tu appelles répéter ce que tu veux. Nous sommes complètement conscients que la Spirit Box est un outil qui divise la communauté du paranormal. Mais il faut avouer que le fait qu'elle répète le mot que vient de prononcer Damien est un fait complètement surprenant. Nous qui avons pour habitude de raisonner en termes de probabilité, il faut avouer que ce fait est très intéressant. J'ai levé la tête aussitôt, je sais pas du tout. Tu appelles répéter ce que tu veux.
Cette chaise, elle est bizarre. Oiseau. C'est un homme. Hein? C'est un homme, ça. Ouais. On comprend toujours pas. On s'entend pas souvent les... Nous qui ne sommes pas des adeptes de la Spirit Box, cette séance retiendra toute notre attention et ce pour plusieurs raisons. Pour commencer, parlons de l'environnement. Nous sommes sous le niveau du sol, les pierres du château sont très épaisses et il est très peu probable de capter la radio dans ces conditions. Ensuite, concernant l'histoire de ce château, il y a bien eu une occupation allemande. Donc un parallèle avec le message qui ressemble à de l'allemand n'est pas à exclure. Le terme libéré pourra d'ailleurs être associé à cette période. Et enfin, le mot aussitôt répété juste après Damien qui nous conforte dans l'idée que cette séance de Spirit Box n'a pas été aussi anecdotique que nous le pensions. Alors, nous allons donc placer un petit... J'explique à Damien ma façon d'utiliser le pendule lors des enquêtes. Je précise que cette méthode est personnelle et qu'il existe bon nombre de protocoles différents dans l'utilisation de cet outil. Et encore une fois, tu vas voir que je ne bouge pas. Ouais. C'est assez impressionnant. Voilà, donc là j'ai demandé au pendule de faire un oui. Alors il y a deux écoles. Soit vraiment tu le lèves comme ça et tu le laisses faire. Je trouve que c'est plus long. La deuxième école, c'est de le balancer. Et après, tu lui demandes de faire un oui. Donc là, hop, je vais le balancer, tac, et je vais demander de faire un oui. Là, tu vois qu'il fait un mouvement plutôt circulaire, finalement. Mhm. C'est pareil, je te parle pas des ressentis que j'ai dans la paume. À l'inverse, je vais demander de faire un non. Là, il reste vraiment droit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander s'il y a des énergies, des entités, des fantômes, des vibrations, peu importe comment on pourrait les appeler, mais des choses qui seraient invisibles à nos yeux, à nos sens, et qui seraient parmi nous en ce moment. Est-ce que vous êtes avec nous en ce moment ? Là, on a clairement un oui. Ok. Est-ce que vous êtes capable de vous manifester physiquement à nous ? Donc là, c'est clairement un non. Soyez attentifs et observez bien ce qui va suivre. Nous allons capter une anomalie visuelle très étrange. Je vois pas, c'est quoi là ? Dans le coin inférieur droit, quelque chose passe dans le champ de la caméra. Damien et moi sommes statiques, il est donc totalement exclu que l'un d'entre nous en soit responsable. Mais alors, de quoi peut-il bien s'agir ? Un insecte ? Une chauve-souris ? Ou une manifestation paranormale ? Difficile à dire, mais cette anomalie visuelle est en tout cas passée totalement inaperçue pour nous au moment du tournage.
Mais par contre, ça t'a pas sifflé dans les oreilles? Non. N'hésite pas à le dire ça quand ça t'arrive. Ouais. T'as l'air d'avoir quand même Enfin, bon, pour moi, si t'es receveur, rechargeur, c'est qu'il y a quand même quelque chose que tu as que nous, on n'a pas. Donc n'hésite pas à faire part de tes Ouais, mais ressentis. j'ai essayé de t'avoir, mais ouais, ça m'a fait. Ok. Quand t'as dit appareil, c'est mis à siffler dans mes oreilles. D'accord, ok. C'était quoi ça? On va dire un gond de porte. Oui. C'est Une comme porte qui... un volet qui grince là. Attends, il y a eu un changement de lumière dans le rideau. Ça vient de où? J'ai cru voir un truc aussi, c'est pareil, Ouais. mais... Dans le rideau, ça a fait. Ouais, j'ai un frisson. Ouais, j'ai froid dans le dos. J'ai un frisson de ouf. Dans le rideau, ça a fait comme une lumière blanche. Ah ouais? Ouais, ouais. Et là, moi, je suis en lumière rouge. Oh, c'est mes yeux qui déconnent. Et l'appareil, l'intensité de l'appareil par terre ne change pas. Ici, Damien a vu une sorte de halo blanc juste derrière les rideaux, mais qui ne sera malheureusement pas capté par nos caméras qui filment en infrarouge. Cette fenêtre donne directement à l'arrière du château, il n'y a pas de route et il est impossible que j'en sois à l'origine. Il y a également le froid que ressent Damien, mais là encore, aucun appareil n'a capté cette anomalie. En l'occurrence, le multitask n'a pas relevé de variation de température. Alors, est-ce que c'était une hallucination? Il est impossible d'affirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Enfin, pour revenir sur le bruit qui semble être celui d'un gond de porte ou de fenêtre, nous n'avons pas particulièrement d'explication. Il est tard et il est très peu probable qu'un habitant du château en soit à l'origine. Un coup de vent peut éventuellement avoir poussé une porte ou un volet, mais nous ne pouvons pas en être certains. Pendant ce temps, Julie a débuté son tournus dans la grange, mais après plusieurs minutes de provocation, elle n'obtiendra aucun résultat. Elle décide alors de se déplacer quelques mètres plus loin et de continuer dans la salle du four à pain. Est-ce que vous voulez bien vous approcher? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous faire entendre? J'ai cru entendre un truc, mais... Est-ce que c'était vous, ça? Est-ce que vous êtes là avec moi?
J'aimerais connaître votre histoire. Est-ce que vous voulez bien me dire un mot pour commencer à me la raconter, s'il vous plaît? Il ne faut surtout pas que vous hésitiez à vous approcher de moi, à venir dans la même pièce que moi. Je suis là pour vous écouter. J'essaie de vous capter. Il m'a semblé entendre des bruits là, il y a 2 minutes à peine, mais... Je suis pas sûre là. Est-ce que vous voulez bien me confirmer votre présence en refaisant le même type de bruit, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est vous qui discutiez avec Damien tout à l'heure? C'est comme si l'ambiance elle avait viré. Il y a un petit brin d'air frais, il ne fait plus aussi lourd que tout à l'heure là. J'ai plus de batterie à la caméra, il va falloir que je retourne au QG. Mais en tout cas, merci pour ce début de contact. C'est la fin de ce dernier tournus. Nous commençons à être très fatigués et il va bientôt être temps pour nous de regagner nos chambres afin d'aller nous coucher. Mais avant cela, nous allons tenter une petite séance de guéridon afin d'essayer de confirmer certaines informations reçues lors de cette première nuit. S'il y a bien quelqu'un parmi nous, est-ce que vous pouvez taper une fois pour oui, s'il vous plaît? Très bien, merci. Est-ce que certains membres de l'équipe ont déjà eu l'occasion de discuter avec vous ce soir? Est-ce qu'il s'agit de moi-même? Vous pouvez taper donc une fois pour oui, 2 fois pour non. D'accord.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec Damien et Nicolas ? Juste avec Damien, donc. Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que vous n'avez discuté qu'avec Damien, uniquement Damien ? Très bien. Est-ce que ce moyen de communication vous est plus pratique ? Très bien. Est-ce que vous êtes la personne qui a un rapport avec la salle de justice qui se trouve un peu au-dessus de nous ? Est-ce que vous avez été jugé dans cette salle de justice ? Vous avez été condamné ? Est-ce que vous avez ensuite été transféré dans la cellule de cachot qui se trouve dans la cave ? C'est marrant, ça fait réagir, le cachot. Est-ce que vous pouvez me répondre clairement par oui ou par non, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez été transféré dans ce cachot ? Donc, vous avez bien été transféré dans ce cachot, c'est bien cela ? Très bien. Si nous allons y enquêter demain soir, est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir capter votre énergie résiduelle ou quelque chose s'approchant? Vous pensez qu'il y a quelque chose à faire dans ce cachot? Tu sens ça? Bah oui, Ça se secoue. oui, j'ai... Genre comme si ça faisait... Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, là, Damien? Ouais, enfin... Je sais pas. Je suis là, quoi. Je sais pas trop comment... J'ai l'impression que ça en a après toi. Comme tu as été peut-être le Ben, premier c'est ça. à capter le signal, Mm. du coup c'est toi et toi et toi, quoi. J'ai bien l'impression. Mais... C'est compliqué de... Nous, on reste là cette nuit, on sera encore là la nuit d'après. Est-ce que vous voulez bien, voilà, faire une démonstration forte pour que... Oh, c'est super. Là, on mesure à quel point vous avez vraiment envie d'établir ce contact. Est-ce que vous voulez bien continuer encore d'essayer de faire tourner ce guéridon, s'il vous plaît ? C'est très impressionnant, on vous remercie vraiment sincèrement. Et on mesure la détermination que vous avez à communiquer avec nous, grâce à Damien. Je vous le demande encore une dernière fois, une belle grosse démonstration et on vous laisse tranquille avec ça et on aura l'occasion de se reparler Demain. encore, voilà, tout à fait. Cette séance de guéridon atypique met un terme à cette première nuit d'investigation. Nous sommes tous éreintés et pressés de regagner nos chambres afin de pouvoir nous reposer.
Les résultats obtenus lors de cette première soirée sont plutôt inhabituels pour l'équipe. Des possibles PVE captés en direct, des sensations étranges et des réactions à nos provocations. En revanche, du côté des appareils de mesure, la nuit fut plutôt calme. Bon, il est l'heure pour nous de se mettre au lit. J'ai la caméra à portée de main parce que j'ai des appareils j'ai le multitask qui est au pied de mon lit. Donc il faut savoir c'est qu'il peut se déclencher à tout moment. Donc je suis prêt, j'ai ma frontale, j'ai la caméra juste à côté de moi. Et s'il se passe quelque chose durant la nuit, en même temps durant la nuit il est 4h14. On a fait une bonne nuit d'enquête, c'était incroyable, on a des résultats assez fous. Donc ça va être compliqué de dormir sereinement quoi. Donc voilà, on va essayer de se reposer, de recharger les batteries. Et puis s'il se passe quelque chose, je vous tiens au courant. Allez, bonne nuit à vous. Malgré la fatigue, nous avons beaucoup de mal à nous endormir. Est-ce que nous aurions réussi à établir un premier contact ? Nicolas et moi en sommes convaincus. Et cette conviction sera bel et bien confirmée lors de notre deuxième nuit d'enquête. Parce que regarde, celle de gauche, t'as vu qui tape dans celle de droite. Faut aller chercher Par contre, waouh. pour la visite. Super.
Alors nous commençons la visite par l'ancienne cuisine médiévale. Voilà, on reconnaît facilement les cuisines de ces époques-là avec le fait qu'elles sont dans des niveaux semi-enterrés. Voilà, ça permettait justement d'avoir une température plutôt constante. Et comme le château, qui est un château fort entouré de douves, ça permettait aussi de s'assurer d'avoir une certaine protection vis-à-vis de potentielles invasions. Voilà, semi-empierré, semi-en terre battue, ça permettait de se protéger un peu dans le cas d'incendie aussi, parce que c'est vrai que c'était un gros problème à l'époque. Voilà, donc on retrouve vraiment tous les aspects de la cuisine, cette belle cheminée, la petite pièce où il y avait la source d'eau, voilà, tous les codes. Et les voûtes Et les voûtes qui sont absolument magnifiques. Et ben on va pouvoir continuer en remontant Tout à fait. tour. Je vous suis. Alors ici nous sommes dans le premier niveau donc, de la tour carrée. À l'époque c'était une pièce de vie, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque médiévale les pièces avaient souvent plusieurs utilisations. À part la cuisine qu'on vient de voir, qui elle était propre voilà, au grand repas, on festoie, on reste des heures. Sinon pour le reste, on parle vraiment de pièces de vie, c'est un peu chambre, c'est un peu pièce où on reçoit, etc. C'était assez polyvalent. Donc on est dans une partie qui était bien sûr noble, qui était habitée par les seigneurs. Voilà, donc on retrouve, c'est pareil, de grands volumes, parce que c'est vrai que ces parties étaient souvent assez grandes. Voilà, donc il y a eu des modifications qui ont été faites au moment de la période agricole. C'est pour ça qu'il y a certains codes de l'époque qu'on ne retrouve pas. Bon, la cheminée a disparu, mais le conduit est toujours là. Le niveau aussi, c'est pareil, de la structure de bois, du plafond a été, voilà, qui était déjà haut à l'époque, mais ça a été modifié au moment de la période agricole, puisqu'il faut vraiment savoir qu'à partir du XIIIe jusqu'à la Révolution, c'est la féodalité qui a permis à ce château de pouvoir tirer des revenus, d'exister, c'était un lieu de pouvoir, et à partir de la Révolution, les choses ont changé. Napoléon est vite arrivé, et donc aujourd'hui c'est d'ailleurs toujours les lois napoléoniennes qui régissent nos vies. Et donc les châteaux ont dû se réinventer pour trouver des revenus, pour tirer des revenus. Donc les propriétaires très souvent ont transformé ces châteaux en lieu de stockage agricole. En tout cas, c'est très vrai pour une région comme la nôtre, qui était déjà une région d'élevage. Et donc, du coup, ces grandes pièces, voilà, pendant très longtemps, ont supporté des tonnes et des tonnes de grains pour nourrir les bestiaux. Et donc, ça a permis de dégager de l'argent pour entretenir le gros œuvre, mais vous le verrez au cours de la visite, ça a aussi laissé quand même des marques, parce que malheureusement, voilà, on ne peut pas stocker des tonnes et des tonnes pendant 100, 150 ans, sans bien sûr que ça a fait certaines parties, ou que ça voilà. Mais là, on est vraiment sur quelque chose, voilà, un peu de briques et de broc emboîté, etc. C'est pas vraiment ce qui se faisait. Puis on voit le niveau du corbeau, donc c'est cette pierre qui ressort du mur et qui démontre, voilà, l'ancien niveau, effectivement, du temps de la pièce de vie. Exact. D'accord. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces gros piliers de bois qui, finalement, avaient plutôt des rôles d'étais du temps du stockage. Exactement. Et on voit vraiment ce côté un petit peu de ces deux époques qui est assez marrant, avec cette fenêtre typique de l'époque Renaissance, voilà, avec en forme de croix. Et puis de l'autre côté en face, ces grandes ouvertures qui ne sont pas forcément très, très esthétiques, qui sont un petit peu curieuses, mais qui permettaient d'apporter une aération au lieu, parce que bien sûr, pour que voilà, le grain se conserve le mieux possible, il fallait vraiment voilà, beaucoup d'ouvertures, beaucoup d'aération. Exactement. Aucune humidité pour la conservation du grain, oui, tout à fait. Alors, ce qui est notable aussi, je crois, dans cette pièce, voilà, j'allais venir dessus, c'est l'oratoire, puisqu'en fait, il était de coutume qu'à côté des appartements du Seigneur, il y ait cette petite pièce, cet oratoire. Alors, ça porte le terme d'oratoire, cette pièce, tout simplement parce que c'est vraiment un lieu fait pour la prière et les recueillements. Voilà, c'est pas un lieu consacré au sens proprement parlé, où on peut y célébrer des cérémonies comme dans les chapelles ou dans les églises. C'est pas vraiment un lieu de culte. Alors, c'est un lieu... C'est à moitié un lieu de culte dans le sens où vraiment, voilà, il a tous les codes, orienté à l'est, la voûte, etc. On retrouve vraiment tous les symboles et tous les codes des lieux chrétiens, mais pour autant, c'est voilà, prière, recueillement, pas de cérémonie. Bon, le Seigneur pouvait éventuellement discuter avec le curé en audience, etc. Mais c'était vraiment quelque chose, voilà, plus fait, très privé, voilà, pour le Seigneur, pour sa famille, pour ses proches.
Alors donc, vous rentrez dans cette salle qui est le deuxième niveau. Alors vraiment, vous m'excusez pour le côté, j'allais dire, un petit peu désordonné de cette pièce là tout de suite, mais c'est parce que nous sommes en travaux. Voilà, nous sommes attelés ces derniers jours donc à refaire intégralement le plancher du dessus. Je vais y revenir. Donc c'est vrai que voilà, là on est un petit peu en travaux, donc il faut voilà, vraiment On peut pas tout nous excuser. faire en même temps. Voilà, c'est ça. La demeure est assez colossale, donc... Voilà. Et donc ici, donc deuxième niveau, c'était également une pièce de vie à l'époque. Voilà, où on peut retrouver dans les petits détails des plâtres qui ont à peu près 250-300 ans tout autour de nous, avec des inscriptions, des noms, beaucoup de choses. C'est vraiment un peu, j'allais dire, un miroir, un peu des archives de ce château, comme un livre. On découvrirait au fur et à mesure qu'on gratte, quoi. C'est ça, donc c'est assez passionnant. Alors c'est une pièce ici où on peut voir, on pouvait voir justement l'empreinte des gens qui ont vécu au moment de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait vous aviez cette structure de bois, mais elle n'était pas fermée, toutes les planches étaient inexistantes, voilà, et ça l'a été parce que justement on parle très souvent quand on parle de la Première et de la Seconde Guerre des difficultés pour se nourrir, pour s'habiller, mais on oublie de préciser qu'il y avait un vrai problème pour le bois de chauffe, y compris dans une région malgré tout très forestière, très boisée comme la nôtre, et donc les gens dans les niveaux les plus hauts décrochetaient les planches, s'en servaient pour se chauffer en brûlant tout simplement. Donc voilà, donc là on a remédié à ça et on a refait voilà, intégralement le plancher. Exactement, voilà, mais de manière plus ancienne, c'était également une pièce de vie. Au fond, on retrouve donc de nouveau des latrines comme à l'étage en dessous, et puis la petite pièce qui est juste sur le côté. Donc qui est juste au-dessus de l'oratoire, exactement, voilà, qui était à l'époque un peu une pièce de retrait où le seigneur pouvait, de manière un peu plus confidentielle, ou en tout cas de manière plus discrète, recevoir un petit peu des invités. On peut y supposer que c'était aussi peut-être majoritairement pour recevoir ces dames, enfin on peut le supposer. Voilà, c'est une pièce qui parfois dans certains châteaux est cachée de manière un peu plus discrète. Parfois il y a des pièces comme ça qui sont cachées un peu en trompe-l'œil, dans les cages d'escalier, même parfois derrière les cheminées aussi. Voilà, ici, bon, il n'y avait pas vraiment une volonté de se cacher, et puis on a eu des seigneurs entre autres, voilà, qui se fichaient un petit peu des codes moraux de l'époque, notamment les de Montgeorges, qui voilà, avaient une vie assez libérée, on va dire, pour l'époque. Donc c'est une charpente ici qui est presque la seule dont on peut justement arriver à créer cette accessibilité pour les visiteurs, puisque les autres c'est que par des échelles de meunier, donc c'est très compliqué, très dangereux d'y accéder. Celle-ci, ça n'est pas le cas, donc du coup voilà, c'est un bonheur pour nous de pouvoir en faire profiter les visiteurs. Alors on voit un travail remarquable des charpentiers de l'époque, tout est imbriqué, emboîté, quelques chevilles de bois, mais c'est très léger, c'est vraiment un travail remarquable. Alors on peut voir notamment en visitant le château de Guédelon, c'est ce château qu'on refait comme à l'époque. On peut voir exactement. Comme natif de Lyon, nous, donc on connaît. Alors vous connaissez bien. Et on peut voir les artisans qui, comme à l'époque, travaillent à coups de hache pour tailler les poutres, etc. Et on peut voir notamment qu'à l'époque, les hivers devaient être très rudes, parce qu'on voit vraiment beaucoup de renforts. Donc on peut supposer qu'il y a beaucoup de neige sur les toits, donc beaucoup de poids à supporter. Voilà, et donc... c'est vrai que c'est très intéressant et on le voit là, justement, dans ces parties, voilà, les pièces sont vraiment usinées, enfin façonnées, parce que c'est pas usiné, mais façonnées de façon à ce qu'elles viennent s'emboîter dans le gros élément de charpente, là, et c'est vrai que voilà, il y a une cheville qui est ici, là, qu'on voit en bois, une horizontale, une verticale, deux verticales, mais c'est vrai que c'est impressionnant, tout ce travail d'emboîtement des pièces de bois. On va pouvoir passer justement par ce fameux passage. Voilà, cette galerie. Cette galerie qui m'a intriguée quand nous sommes arrivés hier. Alors là où c'est assez intéressant, c'est que cette partie n'est pas si ancienne que ça, puisque à la base, cette galerie était vraiment une courtine.
Donc une courtine, c'est un mur de fortification. D'ailleurs, le château était vraiment fermé et les petits murets de douves qu'on voit aujourd'hui étaient en fait des murs de fortification qui reliaient les différentes parties entre elles. Donc la cour était complètement fermée. Voilà, on est vraiment sur un château fort. Les châteaux forts, c'est 10e, 15e siècle. Et ici, on est vraiment dans ces codes-là. Et donc ici, mur de fortification avec une courtine. Donc c'est ces structures de bois qui étaient ouvertes sur les cours et qui tenaient par des chaînes et par des cordes. Voilà, et ça permettait justement aux potentiels visiteurs de montrer qu'il y avait un côté vraiment défensif et qu'il valait mieux pas justement partir en guerre contre le seigneur, même s'il faut préciser qu'on est sur des terres où il n'y a pas vraiment eu de problème de guerre de seigneur ou autre. C'était pas vraiment sur ce genre de territoire où il y avait des soucis. C'était plus des artifices pour impressionner les paysans et ceux qui éventuellement pouvaient être justement sous la coupe du seigneur. C'est ça. Voilà, qui de temps en temps venaient parce que le seigneur ouvrait quand même son château à ceux qui travaillaient pour lui, après les récoltes, au moment de Noël, il y avait des temps forts dans l'année, et donc c'était plus une façon de les impressionner, de leur passer l'envie de se rebeller, plutôt que de faire face véritablement à des invasions ou autres. Voilà. Et à partir de la Révolution, donc cette partie qui du coup ne devait pas être très utile, on a préféré justement la fermer pour justement vraiment relier la tour carrée au bâtiment en long. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on peut voir, même s'ils ont essayé de respecter un petit peu les codes pour pas que ce soit trop anachronique dans l'esthétique de la bâtisse. De la globalité de la bâtisse. Et puis on a cette très belle charpente en coque de bateau renversé, voilà, qui est typique, c'est pareil de ces époques-là, voilà, du 18-19e, où c'est vrai que les charpentiers avaient perdu un peu les savoir-faire de la période médiévale ou Renaissance, donc du coup, c'était très souvent les marins qui avaient la faculté de pouvoir travailler très vite et de pouvoir faire des charpentes assez sympathiques. On admire le travail. Et donc c'est pour ça. D'où cette connotation maritime pour la charpente ici. Donc là, on arrive, ce passage sert à relier la tour carrée et le château à proprement parler. Oui. Donc là, ça y est, on pénètre. Voilà, alors là, on arrive vraiment sur cette partie principale. Voilà, on arrive sur le bâtiment long qui donc mène à la tour, à la grande tour, le grand donjon qu'on aperçoit de l'extérieur. Alors ici, c'était vraiment l'ancienne salle de justice, parce qu'en fait, ce qui faisait d'un château à château, c'était plusieurs choses. C'était donc le droit de justice, bien sûr, c'était les terres agricoles et c'était la perception de l'impôt. Voilà. Alors c'est vraiment le système de la féodalité. Alors salle de justice, c'était important. Bon, il y avait la basse justice, la haute justice en fonction de la taille du territoire, du château. Il y avait différents niveaux selon les lieux. Ici, c'était plutôt basse justice. Voilà. Pièce pour autant assez démesurément grande, assez imposante. Alors après, on est sur un château de taille moyenne, mais où il y avait une volonté par les différents seigneurs qui habitaient les lieux de montrer qu'il y avait de l'argent. Ici, des scènes importantes ont dû s'y jouer. Le destin de beaucoup de gens ont dû basculer. C'est une pièce ici qui nous servira à la fois pour des événements culturels, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un très bon son sans écho, et ça c'était bien pensé, puisque à l'époque, comme dans les églises, on travaillait beaucoup sur la sonorité, il fallait que le seigneur puisse être écouté, en l'occurrence sans qu'il y ait le moindre écho au fond de la pièce. Et puis c'est pareil, on a le projet de mettre en place des murder parties, et donc cette pièce sera le théâtre d'un assassinat qui aurait pu se passer. Ce sera parfait. Il faut imaginer que ces cheminées où les plafonds, souvent de bois qu'on voit de couleur bois tout simplement, n'étaient pas comme ça. Dorures, Voilà, on peignait, on mettait des dorures, on mettait des blasons, etc. Il y avait vraiment cette volonté d'apporter un peu de gaieté finalement, parce que étant donné qu'il y avait des grands murs de fortification, les châteaux étaient plutôt sombres. Donc voilà, c'est peu lumineux. Voilà, donc on essayait d'apporter un petit peu de couleur, et c'est plutôt à partir, c'est pareil, de la période 16-17e qu'on a commencé à avoir des châteaux, des maisons où on a vraiment voulu remettre du bois, de la pierre, des ouvertures. Alors ici, donc voilà, nous arrivons dans cette pièce de vie qui à l'époque en tout cas était une pièce de vie.
voilà, qu'on a transformée au jour d'aujourd'hui en chambre d'hôtes. Voilà. Alors, pour autant, donc, bon, voilà, faut s'imaginer, mais vous le verrez quand on sera dans les étages inférieurs, ben, justement, que cette partie était voilà, une grande pièce. Hein. On retrouve un peu les codes, comme je vous l'expliquais dans la tour carrée. Mais pour autant, là, ici, on peut voir ces cloisons faits de plâtre et de bois, qui étaient vraiment des choses qui ont été faites, notamment au moment du 19e siècle, donc au moment de la période agricole, quand on recevait justement les proches ou que les propriétaires qui parfois n'habitaient pas les lieux venaient, on construisait ces cloisons pour créer de l'intimité, créer un petit peu de chaleur. Ça avait vocation à rester quelques semaines, quelques mois, puisque bien sûr quand on se déplaçait ou qu'on venait quelque part, on n'y restait pas 2 jours, hein, on venait en calèche, etc. C'est ça, les trajets étaient beaucoup plus laborieux. C'est ça, et c'est resté, donc on les a gardés, ça correspond vraiment à une époque, mais pour autant on a quand même un peu les stigmates aussi de la période agricole avec un affaissement du sol, hein. On a bien évidemment refait intégralement les tomates ici, mais on peut voir voilà, vraiment les marques de ce temps-là. Une cheminée aussi qui a été refaite, très biscornue, hein, on peut le voir avec cette double corniche, ces pierres normalement qui sont sous le niveau normalement du sol. Voilà, c'est une cheminée qui a dû très certainement être cassée, alors volontairement ou pas, ça on n'a pas la réponse, mais voilà, ça a été refait très certainement début 1900, c'est une période dans le Bourbonnais où voilà, chacun allait un peu se servir chez les autres, on récupère une cheminée de château par-ci, une pierre par-là. On a dans le vif du sujet pour récupérer les matières premières. C'est ça. Ici, donc, premier niveau donc, de la tour, là où nous avons commencé l'interview. Alors, pièce de vie qui voilà, est similaire, hein, parce que d'étage en étage, on retrouve dans les bâtisses des choses qui se ressemblent. Donc, le pilier, hein, voilà, qui démontre justement les souffrances aussi qu'a subi cette poutre. Alors, quand on voit la taille, on se dit vraiment... je suis impressionnée. Voilà, ils ont vraiment pas ménagé les lieux. Cette cheminée, qui elle est typique des cheminées des pièces de vie de l'époque. Voilà une cheminée qui symbolise bien le 15e siècle. Voilà, donc tout part de cette pierre du milieu, vous cassez la pierre du milieu, tout tombe comme un château de cartes. Voilà, et elle, contrairement aux 2 autres qu'on a pu voir, est authentique. Et on voit bien justement, pareil au niveau des pierres, les emboîtements. Exactement, parce qu'ils sont très... c'est pas des rectangles, hein, on a vraiment bien... tout est emboîté hein, sur le même principe que les charpentes. C'est ça. C'est très, très sympa ça. Travail remarquable. Donc on peut voir, c'est pareil après dans les détails, sur la poutre notamment, il y a des endroits, même si on a éclairci et peint justement ce plafond qui était très sombre, hein, parce qu'ici il y a des petites ouvertures, on peut apercevoir que des choses avaient été, c'est pareil, voilà, sculptées dans le bois. Là-bas on peut vraisemblablement apercevoir comme un blason. Voilà, faut imaginer qu'à l'époque, bien sûr, les seigneurs les affichaient et puis les peignaient, etc. Et donc... Et puis avec les dorures et les peintures, ça devait ressortir d'autant plus. Exactement. Donc là, on va se diriger dans ces caves de la tour, dont l'une était... on va dire en quelque sorte un peu l'ancien cachot, dans le sens où quand le prévenu avait reçu la justice du Seigneur, il pouvait y passer quelques jours. Alors ça c'est vrai que ça va directement en lien avec la pièce de justice qu'on a vue tout en haut de la tour carrée. Enfin, dans la première pièce qu'on a vue du bâtiment du château, plutôt. Alors voilà, hein, on imagine bien l'ambiance après le jugement, le verdict a été prononcé et c'est vrai que même si c'était que quelques jours de transition entre le jugement et la prison, j'ose pas imaginer le temps devait sembler vraiment très long et même parfois il pouvait, c'est pareil, y passer un petit peu plus de temps encore parce que si le Seigneur n'était pas là, il pouvait y passer quelques jours avant que le Seigneur rentre aussi. Voilà, donc du coup certains ont pu y passer très certainement de quelques jours à peut-être même quelques semaines. Donc on est sur une pièce dont on voit bien que le son est très étouffé, toute petite ouverture, une micro-aération, micro-jour qu'on peut apercevoir, qui permettait bien sûr aux gens de ne pas mourir asphyxiés, mais on peut très vite imaginer le côté angoissant. Bon, je ne vais pas éteindre la lumière, mais vous imaginez une fois tout fermé, à quel point ça devait quand même être relativement oppressant. Voilà. Alors entre autres, cette pièce a très certainement donc servi de cellule de cachot, peu importe comment on peut l'appeler, mais ça n'était pas l'utilisation certainement principale, puisque bien sûr le reste du temps
temps, et c'était quand même majoritairement le cas, c'était une pièce qui devait très certainement servir pour le stockage. Puisque, voilà, faut pas imaginer non plus que le seigneur rendait justice tous les jours. Il rendait justice peut-être 4, 5, 6 fois dans l'année. Il y avait des temps importants. D'autant qu'en plus, je reviens sur le fait qu'on a eu des seigneurs assez prestigieux qui avaient parfois plusieurs châteaux ou des obligations ou qui se rendaient régulièrement à Paris auprès du roi. Donc ils n'étaient pas souvent là. Voilà, donc du coup, il y avait par moment des temps forts de justice et donc des gens qui derrière en subissaient les conséquences. Et puis le reste du temps, la vie du château classique. Alors ici, nous voilà donc à l'extérieur, quasiment au point de départ. Comme vous pouvez le constater, on a fait tous les niveaux donc, de la tour carrée. On est passé par les galeries, par la salle de justice du bâtiment long et on a fait tous les niveaux de la tour. Pour la cour, on a modifié les niveaux. Ça, vous allez le voir. Justement, on va poursuivre la visite. Mais ici, on était donc vraiment sur la haute cour. Même si le niveau était un petit peu plus bas qu'il est aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y avait 2-3 marches, comme c'était toujours le cas au niveau des bâtiments nobles, seigneuriaux, pour le prestige. C'est pour ça que cette meurtrière n'était pas au ras-bord du sol, elle était un petit peu surélevée. Et à contrario, en face de nous, c'était donc la basse-cour, mais qui était plus bas, bien sûr, que le niveau actuel. Et ça, vous allez le voir là dans quelques instants, quand on va aller près de la cave du château. Et donc là, on va s'engouffrer donc dans ce qui à l'époque était la cave, j'allais dire technique, où justement on manœuvrait les deux ponts-levis. C'était toujours comme ça sur ce genre de bâtiment, mais à l'époque, ça c'est un escalier qu'on a complètement construit, fabriqué. Comme le niveau était bien plus bas et qu'on avait 70 à 80 cm de moins sur cette partie-là, il faut vraiment imaginer qu'à l'époque, il y avait certainement un semblant d'escalier, de grosses marches, voilà, très épaisses et qui devaient être très désagréables, mais comme c'était destiné aux domestiques et à ceux qui manœuvraient... C'était pas la préoccupation majeure. Voilà, c'est ça. Alors ici, nous arrivons dans cette cave qui permettait à l'époque aux domestiques de manœuvrer l'ancien pont-levis, enfin les anciens ponts-levis, puisqu'il y en avait deux, un pour la grande porte et un pour la petite porte. Les confinements étaient utiles, on a donc permis de retrouver cette partie où on voit justement la différence du niveau de la cour, je vous en parlais, par la meurtrière qui est derrière vous, qui est complètement bouchée. Et si vous faites le parallèle par rapport à l'escalier, c'est là où vous voyez que justement on a à peu près 80 cm de moins. Voilà, que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Voilà. Voilà, donc un four à pain assez grand, un petit peu à l'image du château, du prestige. Deux fours à pain, ils fonctionnent. C'est une pièce qui a toujours fasciné, ou en tout cas qui a toujours fait parler un petit peu les gens du Teil, qui ont toujours été persuadés qu'il y aurait une espèce de souterrain qui aurait mené à l'entrée du bois, voire pour d'autres au château de Fontariol, qui est un petit château qui n'est pas très loin d'ici. Ça après c'est plus du fantasme, puisque il faut préciser qu'il n'y avait pas de réel souterrain dans les châteaux. Je casse un peu une idée reçue. Il y avait très souvent, il y avait par contre des galeries qui étaient souvent même parfois sous les pièces semi-empierrées, sous ces caves qu'on a pu visiter, mais c'était plutôt des galeries qui étaient propres à la construction des édifices, parce que forcément il fallait construire bien en profondeur, voilà, acheminer pour construire les fondations, pour aller récupérer de la pierre, de la terre, etc. Donc c'était plus pour la construction que pour s'y échapper, parce que le seigneur avait un code d'honneur, son château aurait été attaqué, il aurait été le dernier. Jusqu'au bout. Exactement. Alors ici on arrive plutôt sur la partie de la basse-cour. Alors les anciennes écuries sont aujourd'hui devenues des chambres d'hôtes, la chambre rose et la chambre bleue. Voilà, il y en a deux. Alors il faut imaginer, donc c'est pareil que le niveau était bien plus bas, donc les hommes et les chevaux qui étaient plus petits l'un et l'autre rentraient facilement dans ces écuries. Et j'ai remarqué ce matin justement les anneaux pour attacher les chevaux. Voilà, exactement. Alors après, la partie de la charpente de la structure aurait vraisemblablement brûlé début 1900, c'est ce qu'on a pu avoir comme retour, mais sinon sur l'essentiel de la partie, elle est d'époque, malgré donc les modifications suite à cet incendie.
Là, on était au plus bas de la cour. On était au plus bas. Moi, je dis très souvent que, aussi bien pour apprécier cette très belle charpente et cette grange, comme pour apprécier les extérieurs juste à l'entrée ou à la sortie de la grange, il ne faut pas hésiter à se mettre accroupi, puisque comme les hommes étaient plus petits et qu'en plus de ça, le niveau était plus bas, ben, ça permet d'avoir un peu le ressenti, le regard de ce qu'ils pouvaient voir à l'époque. Merci en tout cas pour cette visite. Je vous en prie. J'espère vous avoir permis de découvrir au mieux ces lieux et d'apprendre des choses. La mission est complètement remplie. Merci beaucoup.